D'abord, dans les conseils où il y a des administrateurs salariés, le conseil est mieux informé sur les réalités humaines, sociales de l'entreprise. C'est très difficile pour un administrateur extérieur, un administrateur indépendant, comme on dit, de savoir réellement quel est l'état d'esprit dans l'entreprise, les attentes ou les insatisfactions parmi les salariés. C'est difficile aussi d'appréhender certaines réalités managériales, voire même industrielles. Quel est l'état effectif dans les laboratoires de recherche d'un grand groupe? Quel est le niveau, l'état de la recherche? Est-ce qu'on prend du retard par rapport aux concurrents? Quid des relations avec les clients, etc., etc. Donc, premier élément, les administrateurs salariés apportent au collège, qu'est le conseil d'administration, ces informations, ces éléments d'appréciation sur la vie interne de l'entreprise, ses réalités humaines, sociales. C'est une première chose. Deuxièmement, les administrateurs salariés posent souvent les bonnes questions. De bonnes questions que d'autres administrateurs ne poseraient pas spontanément, ou peut-être qu'ils hésiteraient à poser. D'abord, sur la stratégie et les grandes opérations stratégiques du type fusion, acquisition, les grands partenariats industriels, l'administrateur salarié va insister sur la mise en œuvre et la mise en œuvre opérationnelle, managériale, en termes de ressources humaines, de culture d'entreprise, de ces opérations, et mettre en garde parfois sur les risques liés à ces grandes opérations. Ça, c'est très précieux, très utile pour le travail et le bon fonctionnement du conseil d'administration. Deuxièmement, les administrateurs salariés pousseront ou demanderont que le conseil périodiquement se saisisse, débatte des grands enjeux, ressources humaines, capital humain, responsabilité sociale de leur entreprise. Donc, il y a des questions qu'ils vont proposer de mettre sur l'agenda du Conseil, et c'est très utile, parce que les conseils doivent s'investir davantage sur ces questions-là. Voilà. Troisièmement, j'ai fait le constat bien souvent que les administrateurs salariés sont des administrateurs très engagés, très investis dans leurs fonctions, ils sont assidus. Et si on y réfléchit, leur lien avec l'entreprise qu'on appelle l'affectio societatis, d'une certaine manière, c'est eux qui ont le plus de liens, d'affectio avec leur entreprise, comme administrateurs, mais aussi évidemment comme salariés, et souvent, il faut le rappeler, comme actionnaires. Plus de la moitié des salariés des grandes entreprises, des grandes et moyennes entreprises en France sont actionnaires de leur entreprise. Donc ils ont un triple lien, ce qui n'est pas toujours le cas de l'administrateur extérieur.
quand on a travaillé sur cette question de l'administrateur salarié à l'IFA, on a dégonflé beaucoup de baudruches ou de bulletères. Est-ce que les administrateurs salariés respectent moins bien que les autres la confidentialité des débats? Non. La réponse est non. Est-ce qu'ils compliquent ou paralysent le travail du conseil d'administration? Non. Le risque peut être, sans doute, par, j'allais dire, dans une sorte d'élan qui est le leur. Les administrateurs salariés peuvent parfois franchir la ligne jaune entre la gouvernance, qui est le domaine d'intervention du conseil d'administration, débattre des grandes orientations et exercer une mission de contrôle, de surveillance sur l'action des dirigeants. Ça, c'est le rôle d'un conseil. En revanche, la gestion au jour le jour de l'entreprise, ça n'est pas la responsabilité du conseil. Et il peut arriver que des administrateurs salariés, parce qu'ils vivent au quotidien dans l'entreprise, aillent un peu loin dans le champ du management. Ils vont poser des questions ou demander que le conseil se saisisse d'enjeux et de questions pratiques qui sont de la responsabilité de l'équipe dirigeante et pas du conseil d'administration. Voilà, il faut veiller à ça, il faut veiller à ça. Il ne faut pas qu'un conseil d'administration soit trop intrusif sur le terrain du management. Il doit respecter pleinement le champ d'intervention et, j'allais dire, l'autonomie de l'équipe dirigeante. On peut interpeller l'équipe dirigeante, lui poser des questions, la challenger, mais un conseil ne doit pas faire le travail de l'équipe dirigeante. Ça, c'est une confusion des gens qu'il faut éviter. Les équipes de direction et l'organe de gouvernance, quel conseil, et les salariés et les représentants des salariés, cette relation devrait être améliorée. Oui, sans doute, il y en a deux. Premièrement, les instances de représentation du personnel, les IRP, comités d'entreprise en particulier. Est-ce que dans les comités d'entreprise, on débat régulièrement et de manière utile des grands enjeux pour l'entreprise et donc pour les hommes et les femmes qui y travaillent? C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut exister. Des dirigeants considèrent que la stratégie de l'entreprise, oui, c'est un sujet de conseil, mais c'est pas un sujet de comité d'entreprise. Si. Il est normal que ceux qui ont la responsabilité de conduire l'entreprise viennent présenter, expliquer, répondre aux questions des représentants du personnel sur les grands dossiers de stratégie de l'entreprise. Je dirais la même chose pour ce qu'on appelle aujourd'hui toutes les thématiques de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Ça aussi, il est normal qu'il y ait un dialogue avec les représentants du personnel sur la manière dont une entreprise prend en compte les grands enjeux de l'environnement, du capital humain, des relations de l'entreprise avec la société dans laquelle elle opère. Oui, bien sûr, tout ça, ce sont des sujets qu'on doit porter sur l'agenda
des réunions de comités d'entreprise, comités de groupe. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, je pense que non seulement il est souhaitable que le numéro 1, le chef de l'exécutif, préside le comité d'entreprise, mais je pense qu'il doit s'imposer la règle, et bon, on y consacre parfois beaucoup de temps comme dirigeant, d'animer, de présider effectivement les réunions du comité d'entreprise. Plutôt qu'un désengagement du ou des dirigeants exécutifs vis-à-vis du comité d'entreprise, moi je plaiderais l'inverse. L'inverse. C'est au numéro 1 de présider le comité d'entreprise. C'est souvent le cas au DRH ou à un des assistants du directeur des ressources humaines. Non, non, parce que au comité d'entreprise, si on pense qu'on doit aussi débattre des grands enjeux stratégiques, sociaux, sociétaux, c'est le numéro 1 qui doit porter le dialogue et l'échange avec les représentants du personnel. Et puis, deuxième axe de progrès, les équipes de direction générale, les comités exécutifs. Toute la dynamique d'ouverture, de diversité croissante des conseils qui se déploie, on progresse. La présence des femmes dans les conseils, la représentation des salariés dans les conseils, mais aussi plus de diversité en termes de nationalité ou de cursus. Tout ça, c'est bon pour les conseils, mais c'est bon également pour les comités exécutifs. Et il faut dire, bon, il faudrait nuancer le propos. Il y a évidemment des situations très différentes selon les entreprises. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont moins progressé, moins avancé en termes d'ouverture, de diversité, dans la composition de leur comité exécutif, de leur COMEX, que dans la composition de leur conseil d'administration. Je pense en particulier à la présence des femmes dans les comités exécutifs des entreprises grandes et moyennes, qui restent en France très en deçà de ce qu'elles devraient être. Je voudrais dire aussi que j'ai beaucoup apprécié le travail de la fabrique, de l'industrie, sur le dossier, la question des administrateurs salariés. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est d'abord le travail d'écoute qui a été celui de la fabrique et de l'équipe qui a préparé le rapport. Ils ont pris beaucoup de temps à les rencontrer, écouter des acteurs différents d'ailleurs. Tout le monde n'avait pas les mêmes vues sur l'intérêt, l'opportunité même de la présence d'administrateurs salariés dans les conseils. Donc, prendre le temps de rencontrer, d'écouter, de dialoguer avec les acteurs. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'aspect pratico-pratique, notamment les recommandations formulées, la mise en forme d'un guide pratique à partir des constats que vous avez pu faire et d'une vision qui est proposée, une vision de progrès, enfin je la considère pour ma part comme une vision de progrès, expliquer aux acteurs comment la mettre en œuvre de manière très concrète, très pratique, comment
en termes de formation des administrateurs, d'accueil des administrateurs, leur faciliter leur travail au quotidien. Là, vraiment, la fabrique a fait un beau travail, un travail très utile. Moi, je crois que les choses iront plus vite qu'on ne le pense. C'est l'enseignement que je retire de 10 années d'observation et d'action sur le terrain de la gouvernance d'entreprise et la diffusion de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise. En 10 ans, en France et dans d'autres pays en Europe, mais en France en particulier, s'agissant de la composition du conseil d'administration, des missions qui lui sont imparties, de ses conditions de travail, de ses modes opératoires, de l'information qui est produite par le conseil, de l'interface entre les équipes de direction générale et les conseils. Le chemin qu'on a parcouru en peu d'années, finalement, est réellement très impressionnant. Et alors, je prends une illustration de ce que je dis. Lorsqu'en 2010, la question s'est posée, est-ce que le moment n'est pas venu pour créer un élan, une dynamique, de légiférer sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Nous, à l'IFA, on a répondu oui pour débloquer une situation qui était vraiment bloquée. 2010, nous sommes en 2014. Bon, finalement, c'est une période très courte. Non seulement on va tenir avec 1 ou 2 années d'avance l'objectif qui a été fixé par la loi, au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes sociétés. Donc non seulement on va tenir l'objectif, mais on a révélé le vivier, la qualité de vivier de femmes qui étaient en situation de devenir administrateurs et de prendre des fonctions très vite. Donc qualité du vivier. Et troisièmement, dans les conseils, je pense que 90-95% des administrateurs diraient aujourd'hui oui, ça a été un plus, ça a été positif que d'ouvrir nos conseils et d'accueillir des femmes administrateurs, françaises, étrangères parfois, ça a été un plus. Donc les choses ont été assez vite. Alors, pour les administrateurs salariés, 2 choses. D'abord, on a une courbe d'expérience en France qui ne date pas de 2013 et qui ne date pas du vote de la loi intervenue en juin 2013. Je rappelle qu'il y a des administrateurs salariés dans les conseils d'administration en France, dans certaines sociétés depuis 1945, un demi-siècle, et dans un nombre significatif de sociétés depuis le début des années 80, donc 30 ans. Donc on a une courbe d'expérience. Et une courbe d'expérience qui est positive dans l'ensemble. Puisque les sociétés qui avaient accueilli des administrateurs salariés et qui ont été privatisés, qui auraient pu décider de mettre un terme à leur présence, pratiquement aucune d'entre elles ne l'a fait. Aucune d'entre elles ne l'a fait. Donc par option, par choix,
elles ont considéré que c'était une bonne chose. Donc on a une courbe d'expérience. Alors il y a un point qui, à mon avis, devra être traité le plus rapidement possible, dans les mois à venir. Par rapport à l'objectif qui était tracé à la fois dans le rapport de Louis Gallois, dans la négociation des partenaires sociaux, et même, je dirais, par rapport à l'objectif du législateur. Il est clair que, bon, en termes de périmètre, quelles sont les sociétés qui sont visées par la loi, il y a eu un petit loupé. Il y a eu un petit loupé puisque on a ajouté ce critère du comité d'entreprise qui aboutit paradoxalement à restreindre le champ de la loi pour des groupes qui n'ont en France qu'une holding, une tête de groupe, pas de comité d'entreprise, et donc ces groupes qui, pour certains, sont des groupes immenses, ne sont pas juridiquement aujourd'hui tenus d'ouvrir leur conseil à des administrateurs salariés. Il faut corriger ça. Beaucoup, d'ailleurs, enfin plusieurs des entreprises qui pourraient de ce fait être exonérées de l'application de la loi, on dit mais pas du tout. Prenez Michelin et quelques autres. On accueille des administrateurs salariés parce qu'on pense que c'est bon, c'est utile pour notre gouvernance et la cohésion sociale de nos entreprises. Bon, donc ça, il faut le corriger parce que je crois que c'est contraire à ce qui était voulu, recommandé par le rapport Gallois, par les partenaires sociaux et par le législateur. Eh bien, corrigeons, il y a eu une erreur dans la rédaction de la loi. Il faut la corriger le plus vite possible, de manière à ce que la loi trouve son plein champ d'application. Et donc, le plus vite possible, on se met en situation d'ouvrir les conseils à des administrateurs salariés. Voilà, là il y a une chose à corriger rapidement, et ensuite, sur le passage à l'acte, moi je suis assez confiant. En 18 mois, 2 ans, les choses peuvent se faire. Oui, je suis un peu hésitant à parler du modèle Renan. Il y a clairement un système de gouvernance en Allemagne qui est celui de la cogestion. Mais quand on dit ça, on a l'air de penser que cette ouverture de la gouvernance aux salariés n'existerait qu'en Allemagne ou qu'elle devrait nécessairement être assimilée à la cogestion. Or, ça n'est pas le cas. En Europe continentale, je mets par le Royaume-Uni, qui lui n'est pas dans ce modèle, mais en Europe continentale, la majorité des pays ont ouvert leurs organes d'administration ou de surveillance à des salariés. La majorité des pays. Donc, ça dépasse le modèle Renan. Deuxièmement, je crois que ce qui se met en place, ça n'est pas tout à fait comparable à la cogestion en Allemagne. C'est à la fois plus et moins que la cogestion. C'est plus que la cogestion parce que dans la cogestion à l'allemande, il y a des sujets qui relèvent pleinement oui, de la cogestion et du conseil de surveillance,
Mais il y a aussi des sujets de stratégie de direction d'entreprise qui restent en dehors. Donc, d'une certaine manière, nous disons, les conseils doivent faire toute leur place à des administrateurs salariés, et le conseil a pleine compétence sur toutes les questions de gouvernance. La stratégie, l'arrêté des comptes et l'information financière, la nomination, l'évaluation, la rémunération des dirigeants, le suivi des risques et du contrôle interne de l'entreprise. Ce sont des missions de première importance. Et là, les administrateurs salariés sont pleinement partis, j'allais dire, au cœur du cœur. Ce n'est pas toujours le cas en Allemagne dans les conseils de surveillance. Ce n'est pas toujours le cas. En matière de suivi des risques, par exemple, en matière d'information financière. Je rappelle qu'en Allemagne, ce n'est pas le conseil de surveillance qui arrête les comptes et qui apprécie l'information financière donnée par la société. Non, non, ce n'est pas le conseil de surveillance, c'est le directoire, c'est l'équipe de direction générale. Donc, voilà, on n'est pas dans un système de cogestion, je ne suis pas sûr qu'on ira vers une vraie cogestion. Mais d'une certaine manière, la démarche française, d'une certaine manière, elle est plus ambitieuse, parce qu'elle permet à des administrateurs salariés, d'entrée de jeu, d'être acteurs, co-décideurs sur tous ces grands enjeux de l'entreprise, de gouvernance d'entreprise. Voilà, il y a une spécificité de la démarche française, je crois qu'il faut tout à fait l'assumer et la valoriser. De même qu'il y a une spécificité et une force de l'actionnariat des salariés en France. Je rappelle que la France est de très loin le leader en Europe pour ce qui est de l'actionnariat salarié, de la diffusion des actions de l'entreprise, du capital de l'entreprise, parmi les salariés qui y travaillent. Ben, c'est une bonne originalité du système français qu'il faut non seulement préserver, mais développer.